Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Carl Gustav Jung. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! C'est avec grand plaisir que je te retrouve et je suis encore plus en joie à l'idée du sujet que l'on va aborder aujourd'hui. C'est également un épisode comme ceux autour du système nerveux que je voulais faire depuis très longtemps. En plus, on va mêler un chouïa de tarot, mon outil chouchou, hein. Comme tu le sais, je suis psychotarologue et je l'avais dit aussi dans l'un des derniers épisodes que je voulais le mettre plus en avant sur le podcast. Donc prépare-toi car tu vas bientôt avoir de nombreux épisodes qui vont arriver sur le sujet, que ce soit solo mais aussi en interview. Les interviews de septembre sont pépites et passionnantes. J'ai hâte que tu les découvres et du coup, ça va être une belle et longue introduction pour ces interviews justement qui vont aborder l'inconscient, le tien, mais aussi l'inconscient familial, collectif. Des petits bijoux, ces interviews, je te le dis moi. Et j'ai surtout envie de contribuer à casser le mythe, la mauvaise image en quelque sorte qu'on attribue souvent aussi au tarot, comme quoi c'est un outil ésotérique, de divination, et que c'est un bas niveau que l'on pourrait dire philosophique ou de transmission spirituelle, alors que c'est tellement le contraire. Faut l'essayer pour l'expérimenter, l'apprendre, pratiquer bien entendu. Donc aujourd'hui, on va donc parler de l'inconscient. Pourquoi? Tout simplement car en plus de cette préparation pour les épisodes à venir, mais aussi, comme je l'ai dit lors des épisodes sur le système nerveux, l'estime de soi se crée dans le cerveau, donc le système nerveux, mais en premier lieu dans l'inconscient. Et tu vas comprendre justement pourquoi et en quoi ça a une grande influence sur la valeur et l'image que tu te portes, mais aussi ton état d'esprit, ta confiance, tes actions, la vie que tu mènes, tes relations, ton lien à l'amour, à l'argent, au sacré, etc., etc. Bref, toute l'identité qui s'est créée. Dans cet épisode, on va mêler les neurosciences, la psychologie, la spiritualité et donc, comme tu l'as aussi bien compris, un petit peu de tarot. Donc, on commence. Qu'est-ce que l'inconscient? Donc, on pourrait définir de manière simple l'inconscient au sens freudien, donc de Freud, le psychiatre, et jungien, donc qui est aussi dans les approches plus modernes, comme celle de Bruce Lipton, qui est un biologiste cellulaire américain de renom. C'est le pionnier de l'épigénétique et écrivain de plusieurs ouvrages, dont le merveilleux Biologie des croyances. Donc l'inconscient, il stocke tout ce qui n'est pas accessible à la conscience, des émotions refoulées, les croyances, les traumas, les expériences précoces, etc. Il va en partie être tout ce qui influence donc notre identité, nos pensées, nos choix, nos réactions, sans qu'on en ait conscience. C'est un réservoir d'informations. Donc on distingue plusieurs strates, c'est-à-dire qu'on a l'inconscient personnel, tout ce qui a été refoulé ou oublié, donc l'émotion, souvenirs d'enfance, des pulsions non exprimées, l'inconscient aussi collectif, des archétypes universels, des symboles communs à l'humanité, exemple le héros, la mère, l'ombre, l'inconscient corporel, tout ce que le corps a enregistré en dehors du mental, l'inconscient familial, transgénérationnel, héritage invisible, loyauté inconsciente. Donc on le compare souvent à un ordinateur, un disque dur, une carte mère qui a un stockage massif, comme je l'ai mentionné, d'informations, des programmes et un système d'exploitation. Mais attention, l'inconscient n'est pas une machine dépourvue d'émotions. Au contraire, c'est justement l'émotion qui le crée. Il est vivant, évolutif. J'aime aussi dire que l'inconscient, c'est comme un enfant de 6 ans. On reviendra sur ce point. Donc il représente 90-95% de notre cerveau. Okay, nous sommes conscients que de 5%. C'est pour cela que l'on entend souvent dans le domaine de la psychologie, des neurosciences et du développement personnel que notre vie est le résultat de notre inconscient. Mais attention, on peut l'affirmer en grande partie,
mais avec des nuances essentielles. Bien entendu, dans ces 95%, on met aussi notre physiologie qui nous maintient en vie. On n'a pas conscience des réactions chimiques permanentes qui se passent dans notre cerveau. On respire sans y penser. Bref, tu as compris. Donc, j'en reviens au fait qu'en partie, on peut dire que notre vie est le résultat de notre inconscient. Parce que 95% de nos pensées, émotions et comportements sont automatiques et donc régis par l'inconscient. Habitudes, croyances, mémoire. Nos perceptions donc filtrent la réalité selon nos schémas inconscients. Deux personnes peuvent vivre le même événement, mais elles ne vont pas l'interpréter de la même manière. Donc l'inconscient, il gère nos réponses émotionnelles et réactions face à la vie, ce qui influence nos choix. En ce sens, notre vie manifeste ce qui se trouve dans notre inconscient, souvent sans qu'on s'en rende compte. Mais pourquoi ce n'est pas vrai à 100%? Nous avons un libre arbitre conscient, quelque part, même limité. Mais chaque fois qu'on observe un schéma et qu'on agit autrement, on change la trajectoire. Donc, ça demande cette capacité d'éveil, cette capacité de métacognition, donc d'observer son monde intérieur pour pouvoir choisir différemment. Donc, quelque part, une grande maturité aussi. Ce n'est pas un jugement quand je dis ça, c'est un fait. Ça demande un certain effort. L'inconscient est malléable, comme ton cerveau, ce qu'on appelle la neuroplasticité, où on a vu qu'à tout âge, on apprend. On peut changer. Le cerveau peut construire des nouveaux circuits neuronaux. Donc c'est pareil pour l'inconscient et le subconscient. On va voir la différence plus loin. Il peut être reprogrammé par la répétition, l'émotion et l'imaginaire. Donc des affirmations, de l'hypnose, la visualisation par exemple. Et il existe aussi des facteurs externes par rapport à cet inconscient, donc qui va influencer notre réalité, c'est-à-dire la société, l'environnement, la biologie, qui interagissent avec nos programmations internes. Et sur un plan spirituel, il y a aussi l'âme et son plan. Donc certains événements arrivent pour notre évolution, indépendamment de nos croyances ou de notre volonté. Mais là, c'est selon, encore une fois, ce à quoi tu crois ou pas. Donc ça, c'est libre aussi à chacun. Donc, la phrase pourrait être formulée plus justement comme « Notre vie reflète en grande partie le contenu de notre inconscient jusqu'à ce que nous choisissons consciemment de le transformer ». C'est ce que souligne le célèbre psychiatre suisse Carl Gustav Jung, la citation que je t'ai citée en début de l'épisode. Donc, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Il y en a d'autres également de lui qui rentrent en résonance, comme tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous forme de destin. En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Qui regarde dehors rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille. Donc il y a une question qu'on pourrait se poser. Là, tu vas rentrer dans mon cerveau quand je pose ce genre de, de réflexion. Et des fois, j'aime bien les partager à ChatGPT. Ça m'arrive souvent souvent. On va dire que ça m'arrive quand des fois, je suis seule à la maison et que je suis en pleine réflexion où il y a quelque chose qui me traverse l'esprit et je me dis: «Vas-y, tiens, je vais lui demander ça un peu pour avoir son avis» et parce que ça me fait aussi sourire des fois, il faut pas voir le mal, partout, On a le droit aussi, de se servir aussi de cet outil en conscience, encore une fois. Donc j'ai demandé à l'intelligence, artificielle et je vais te dire la question que je lui ai posée, donc c'était: «Pourquoi avons-nous cet inconscient? Est-ce trop pour le cerveau humain s'il était conscient, par exemple, de 80% au lieu des 95%? Et si on gardait juste la partie inconscience de nos mécanismes de physiologie?» Tu vois, la respiration ou de survie. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Pourquoi avons-nous un inconscient? Pour traiter la masse d'informations. Ton cerveau reçoit environ 11 millions de bits d'informations par seconde, mais ta conscience ne peut en traiter qu'environ 40 à 120 bits. Si tout était conscient, ce serait un chaos mental. Impossible de parler, marcher et réfléchir en même temps. Alors, je t'imagine même pas en plus quand tu es neuroatypique et que tu as la pensée en arborescence. Coucou. Mais aussi pour automatiser la survie.
C'est-à-dire respirer, digérer, réguler la température, battre, ton cœur. Tout cela doit être hors du contrôle conscient pour que tu restes en vie, même en dormant, hein. Et là, on peut pas dire que, hem, l'humain, la vie est quand même quelque chose d'extraordinaire. Les choses sont tellement bien faites. Donc imagine si tu devais penser à respirer chaque seconde, tu mourrais dès que ton attention se détourne. Donc pour stocker aussi l'expérience et l'apprentissage, parce que l'inconscient retient tes habitudes, réflexes, associations émotionnelles pour que tu n'aies pas à réapprendre tout chaque jour. Donc imagine si à chaque fois je devais apprendre à parler ma langue, à marcher, à conduire. Donc c'est aussi pour protéger ton psychisme, donc de certaines mémoires traumatiques, hein, qui sont mises dans l'inconscient comme mécanisme de défense. Et les avoir en conscience 24 heures sur 24 serait insoutenable pour ton système nerveux. Parce que déjà, tu serais tout le temps en état de stress et même la charge émotionnelle. Donc, que se passerait-il si on était conscient que de 80%? Ce qui n'est pas un pourcentage infime, t'imagines? J'ai même pas dit genre, et si on était, conscient de 100%, tu vois? Enfin, c'est quand même beaucoup déjà 80% sur, la partie 95% de inconsciente. Donc qu'est-ce qui se passerait? Bah, tu aurais une surcharge cognitive massive. Donc tu aurais une avalanche d'informations sensorielles et émotionnelles. Impossible à trier. Donc imagine être conscient de la sensation de chaque cellule, de chaque battement de ton cœur, de toutes tes micro-pensées automatiques. J'ai dit on firait dans un asile de fous. Mais aussi une anxiété, une paralysie, parce que trop d'informations, c'est une incapacité à agir. Tu passerais ton temps à analyser au lieu d'agir. Tu sais, c'est comme quand on a trop de choix. Et on le sait ô combien maintenant dans notre société. Trop de choix tue le choix. Donc là, ce serait pareil. Il y aurait une perte d'efficacité au final adaptative, c'est-à-dire que tout ce que tu fais automatiquement, donc parler, conduire, manger, demanderait un effort conscient permanent, donc un épuisement mental. Donc l'inconscient, c'est une économie aussi d'énergie et un filtre protecteur. Il permet à ta conscience d'être limitée, mais efficace pour prendre des décisions rapides et créatives. Donc ça, c'était la réponse de notre cher ami ChatGPT. Donc c'est intéressant comme réponse. Alors, revenons sur l'inconscient et le subconscient, afin que tu puisses comprendre aussi la différence, même si les deux font partie de ce qui n'est pas mis à la conscience. Tu me suis encore, hein, jusque-là, hein. Je te conseille d'enregistrer cet épisode, de le rajouter à tes favoris, comme ça tu vas pouvoir le réécouter parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais te transmettre. Et il y aura d'autres épisodes sur le sujet autour de l'inconscient. En résumé simple, l'inconscient, ça va être ce qui est inaccessible directement, mais qui agit sur toi. Ok, donc c'est vraiment la partie la plus profonde. Il a une influence indirecte, c'est-à-dire qu'il déclenche des réactions émotionnelles, des blocages, des compulsions. Il comporte donc nos traumas, pulsions, archétypes, émotions non digérées, et des mémoires transgénérationnelles, mais pas que tu verras aussi à la fin de l'épisode. Le subconscient, c'est l'intermédiaire, donc du coup, entre le conscient et l'inconscient. En gros, c'est celui qui stocke les croyances, les habitudes, les programmes appris et les automatismes, les croyances imitantes ou aidantes, donc conditionnement. Et lui, il a une énorme influence sur nos résultats, justement. En gros, si on prenait la métaphore de l'iceberg, c'est-à-dire que la surface de l'océan, donc celle qui est visible, c'est ton inconscient. La zone un peu sous la surface, donc ton subconscient, c'est les habitudes et les croyances. Et celle qui est dans les abysses, où il y a les traumas, les pulsions, les archétypes, mais aussi d'autres choses, c'est ton inconscient. Donc si l'iceberg ne te parle pas, prends l'image d'un ascenseur qui descend. Ce qui va aussi changer, ce sont les moyens d'accéder à ces deux derniers niveaux, parce que vu que l'inconscient est beaucoup plus profond, ça va être plus difficile d'accès, mais pas impossible. Ce sera un travail que l'on pourra faire au travers des rêves, de la psychanalyse, de l'hypnose, de la méditation profonde, mais aussi avec le tarot. Parce que le tarot explore ces deux niveaux de conscience, le subconscient et l'inconscient. Alors, je fais juste une petite pause parce que j'avais quelque chose à te demander. Tu t'es déjà sentie pas assez bien, pas assez forte, pas assez confiante? Et si je te disais que ce n'est pas toi le problème, mais ton système intérieur qui a été programmé pour douter? Et justement, c'est ce que tu es en train d'apprendre là dans cet épisode sur l'inconscient.
C'est exactement aussi pour ça que j'ai créé Muse Incarnée, un accompagnement collectif unique qui démarre le 13 septembre, qui va t'aider à reconstruire ton estime personnelle en profondeur, à travers ton corps, ton système nerveux et ton inconscient. Imagine ce que ça changerait si tu avais enfin les clés, si tu avais enfin la capacité de poser des limites sans culpabilité, de te sentir légitime et arrêter d'avoir peur du regard des autres, d'oser être pleinement toi, de ne plus douter de ta valeur. Les places sont limitées. Alors, clique sur le lien dans la description pour réserver un appel clarté gratuit de 20 minutes. On parle de toi, de ton histoire et on voit si Muse Incarnée est fait pour toi. À tout de suite. Et je te laisse avec la suite de l'épisode. Merci. Parce que le tarot parle le langage de l'inconscient, c'est-à-dire les images, les symboles, les métaphores, les archétypes. Il n'y a pas besoin du mental rationnel parce que l'inconscient et le subconscient sont irrationnels. Donc le tarot, il court-circuite la censure du mental, de l'ego, et permet l'émergence de contenus cachés, mais seulement si on fait un travail avec lui en profondeur. C'est comme toute chose, hein, il y a pratiqué, expérimenté, et puis il y a pratiqué et expérimenté. Donc comment le tarot il agit sur le subconscient, donc c'est-à-dire que les cartes servent de miroir projectif, donc c'est un reflet de ta conscience, de l'inconscient plutôt, un support. Tu sais, c'est comme les tests en psychanalyse de Rorschach, je ne sais pas si je le dis bien, tu sais, les fameuses taches d'encre ou le TAT, Thematic Apperception Test en anglais, où on montre des images ambiguës pour que la personne, elle invente une histoire. Ok, c'est-à-dire que tu interprètes les images en fonction de tes croyances et des émotions présentes. Mais il y a une différence avec ces tests et le tarot, c'est-à-dire que celui de Rorschach, c'est purement aléatoire. Il n'y a pas de structure, ce sont juste des tâches qui vont viser la projection brute. Alors que le tarot, il y a une structure symbolique codée, c'est-à-dire des archétypes, des nombres, des couleurs, des éléments. La projection se fait, mais guidée par des archétypes universels, ce qui permet une lecture plus construite. Un exemple, tu tires le diable. Tu pourrais peut-être, au risque de me tromper, projeter ta peur de dépendance ou ton désir refoulé. Ça vient révéler ce qui influence tes choix, sans que tu t'en rendes compte. Et donc le tarot sur l'inconscient, là on entre dans la dimension archétypale, c'est-à-dire que les arcanes majeures représentent des forces universelles. Exemple, l'impératrice, ça va être le féminin créateur, l'ermite, ça va être la quête intérieure, la sagesse. Quand tu médites ou travailles avec ces symboles, tu actives des contenus collectifs et archaïques qui dorment dans ton inconscient. Exemple, travailler sur l'arcane sans nom peut déclencher une transformation intérieure profonde sans passer par le mental. Mais ce qui est aussi d'incroyable dans le tarot, c'est que chaque lame a elle-même ses propres niveaux de conscience. Le tarot n'est pas seulement un réflecteur de l'inconscient, il parle aussi au conscient. Donc chaque arcane, donc si tu connais pas le tarot, ça va être une lame, une carte, fonctionne comme un archétype multidimensionnel qui peut être lu au niveau conscient, ce que la carte te dit clairement, d'accord? Les actions visibles, la logique apparente, au niveau subconscient, donc les schémas émotionnels, les croyances héritées, conditionnements cachés, au niveau inconscient aussi collectif, les mythes, archétypes universels. Par exemple, l'impératrice, qui est l'arcane 3 dans le tarot, donc c'est une arcane majeure, au niveau conscient, ce serait l'estime, la créativité, la communication, la fertilité, le projet qui prend forme. D'un point de vue du subconscient, comment tu accueilles l'abondance, ta relation au féminin, comment tu exprimes ta parole, ton essence, ta vérité, ta place. Et d'un point de vue de l'inconscient collectif, ce serait l'archétype de la grande mère. J'ai pas dit la grand-mère, hein. La grande mère, la déesse de la terre, la capacité d'engendrer la vie sous toutes ses formes. C'est pour ça que le tarot agit comme un miroir symbolique. Il parle au conscient et au langage de l'inconscient. Images, symboles, mythes. Quand tu tires une carte, tu actives une fréquence et tu ouvres un espace de dialogue entre ces niveaux. Les lames sont comme des portes de conscience. Tu peux travailler une même carte en surface, avoir une interprétation, on va dire, plus classique, générale,
que l'on voit aussi dans tous les ouvrages, en profondeur, tu peux travailler. Donc l'exploration des ombres, de la croyance, et aussi en tant qu'archétype sacré. Donc quelque chose, une connexion à quelque chose de plus grand que toi. Et alors là, on sort directement de la vision justement limitée, basse et divinatoire du tarot. Madame Irma avec sa boule de cristal, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux avec les fameuses guidances qui majoritairement restent très platoniques, superficielles. Il n'y a pas ou très peu de lecture de tarot. Hein. J'en ai fait quelques-unes où on va véritablement, je te parle, quand j'ai fait quelques-unes, c'était des petites vidéos. Hein. Mais il y a aussi des personnes que je te conseille qui sont merveilleuses sur le tarot, et notamment en France, où on a énormément de chance là-dessus, dont Georges Coyeul, Moreno Fazzari, il y a aussi Simone Bernot, si je ne fais pas d'erreur, Hélène Poiseau, enfin bref, il y a des personnes qui amènent cette dimension-là. Et donc, j'ai perdu un petit peu le fil. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc moi j'en ai fait quelques-unes, mais on va, tu vois, véritablement aller vers ce travail d'exploration. Donc souvent, tu vas avoir une guidance sentimentale. Donc c'est genre ton prochain mec si t'es célibataire. Mais tu ne vas pas aller voir des guidances qui vont te proposer d'aller explorer les raisons peut-être de ce célibat. Ou qu'as-tu à apprendre de cette période? Pourquoi tes relations passées ont été décevantes? Ou pourquoi tu es plus épanoui célibataire? Bref, des questions qui, selon moi, et c'est peut-être parce que je suis quelqu'un qui aime la profondeur, la curiosité et qui aime comprendre, tel l'ermite dans le tarot. Et là, je trouve que c'est un autre niveau en fait. Et tu le verras avec les deux invités sur le podcast qui font du tarot, un outil merveilleux. Donc, dans les personnes que je t'ai citées, je garde la surprise pour mieux te comprendre, comprendre l'autre, comprendre notre vie, ses épreuves, mais aussi le transgénérationnel. Aujourd'hui, mon travail en tant que psychotarologue, c'est cette vision-là que j'ai en tout cas du tarot. Et c'est celle-ci que j'ai envie de transmettre et de mettre en avant. Donc revenons à l'inconscient. Comment il se forme dans les premières années de vie, c'est-à-dire de 0 à 7 ans. Et elles sont cruciales. On peut l'illustrer avec le 6 de coupe, par exemple, dans le tarot. Donc tu as le cerveau à cet âge-là qui est en onde delta, c'est-à-dire de 0 à 2 ans, et θ, de à peu près 2 à 6, 7 ans. Pardon. Et ça, ce sont des états d'hypnose. On appelle ça l'âge d'or de l'hypnagogie, un état d'hypnotique naturel. Quand tu es enfant, tu absorbes tout ce que tu vis, vois, ressens, même les non-dits. Donc dans cet état, il n'y a pas de filtre critique, tout est pris comme une vérité. Il n'y a pas de second degré, l'enfant il ne comprend pas le second degré. Pour lui, tout est réel. Et c'est là que s'inscrivent les modèles d'attachement, ok? Par exemple, autour de l'amour, est-ce que c'est sécure ou est-ce que c'est un danger? Les croyances aussi fondamentales. Je suis assez, je suis pas assez, l'argent est facile ou c'est difficile, ma place en tant que femme. Donc, les programmes aussi émotionnels, c'est-à-dire les réactions au rejet, à l'abandon, au danger. Donc ça va créer des fondements sur la vie. L'amour, l'argent, le corps, la sécurité, la sexualité, le couple, la famille, la religion, bref, tout. Et par-dessus tout, ton estime personnelle, ta valeur. Mais comme je l'ai dit, on a un inconscient familial, corporel aussi, qui est en nous déjà depuis la vie intra-utérine. On ne naît pas vierge, on a déjà des informations, plus l'état de la mère lors de la grossesse. Donc, les premières couches de l'inconscient sont un héritage cellulaire transgénérationnel. Avant même la conception, il existe un bagage génétique et épigénétique qui véhicule des mémoires, donc traumas, des forces, des peurs, des croyances, des maladies, etc., issues de ta lignée. Donc pendant la vie intra-utérine, le fœtus, il capte les émotions et les hormones de la mère. Donc s'il y a du stress, il va baigner dans du cortisol élevé. S'il y a beaucoup d'amour, il y aura des hormones comme l'oxytocine, etc. Mais il capte aussi les sons, les voix, les musiques, le ton des paroles. C'est ce qu'on appelle la mémoire auditive précoce. Les signaux de sécurité ou d'insécurité via le système nerveux maternel. Le fœtus, il fait lien avec la mère.
Donc ces empreintes, ça deviennent des programmations inconscientes de survie. Hein, on sait aujourd'hui, il y a de nombreuses études sur le sujet, l'impact de l'état de la mère durant sa grossesse, mais aussi les comportements qu'elle va avoir. Un stress prénatal tôt dans la grossesse peut retarder la maturation du fœtal, donc perturber la régulation émotionnelle et nuire aux performances cognitives durant l'enfance. Il y a eu une étude aussi alors je vais dire le début en français, JAMA Psychiatry, hein, so J-A-M-A, on fait de l'anglais dans cet épisode, où les filles de femmes finlandaises évacuées pendant la Seconde Guerre mondiale étaient 4 fois plus susceptibles d'être hospitalisées pour troubles mentaux que leurs cousines. Donc, on constate qu'il y a une transmission inconsciente alors qu'elles n'étaient même pas encore nées ou n'avaient pas vécu le traumatisme. Et c'est pareil pour les personnes qui ont des phobies, tu vois, des peurs, des comportements répétitifs, ça peut être lié lors de la naissance. Alors que toi, en tant que femme adulte, tu ne comprends pas pourquoi tu rencontres des difficultés dans peut-être certains domaines de ta vie. Peut-être que à la naissance, tu avais le cordon ombilical autour du cou. Peut-être qu'on a utilisé des forceps. Peut-être que ta mère a été hospitalisée par la suite parce qu'elle a fait une grave hémorragie. Peut-être qu'elle est décédée en dos dans la vie. Et toi, en tant qu'adulte, tu as oublié cette partie. Pourquoi ? Parce que déjà, l'absence de souvenirs conscients ne veut pas dire absence de mémoire. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'avant l'âge de 3 ans, la mémoire déclarative, donc c'est celle qui nous permet de raconter un souvenir, n'est pas encore opérationnelle car l'hippocampe n'est pas complètement développé. En revanche, la mémoire implicite, c'est-à-dire corporelle, émotionnelle, fonctionne dès la vie intra-utérine. Elle encode des sensations, des émotions, des réflexes de survie. Donc, le cordon autour du cou ou les forceps, c'est un stress de survie. Et lors d'un accouchement difficile, le fœtus, il active son système nerveux autonome pour survivre. Et donc, cela crée une empreinte traumatique qui peut être réactivée par des situations similaires. Le manque d'air, les espaces clos, la sensation d'être coincé. Et plus tard, cette empreinte peut se traduire par une claustrophobie, une angoisse dans les tunnels, ou même des difficultés à se sentir libre, jusqu'à même voyager, tu vois, dans la vie. Et donc le rôle de l'inconscient corporel, ces expériences sont codées hors du langage, directement dans le corps, et donc dans le tronc aussi cérébral, donc le cerveau reptilien. Donc c'est vraiment cette partie archaïque en toi. Et le cerveau, il associe être coincé égale danger de mort, même si l'esprit rationnel ne s'en souvient pas. Et même si toi, tu vas te dire oui, non mais ça va, tout va bien, voilà. Non, tu vas avoir une réminiscence qui va déclencher et du coup, tu vas te retrouver dans une situation qui n'est pas confortable pour toi. Et c'est un phénomène qui est bien documenté en psychotraumatologie et en psychologie périnatale. C'est-à-dire que certaines personnes vont penser que je vais trop loin, que c'est futile ou que c'est de la connerie, mais ça reste un traumatisme en fait. Le trauma n'est pas que le viol ou la guerre ou les catastrophes naturelles. À partir du moment où il y a une charge émotionnelle intense que le cerveau, le corps ne peut pas gérer, il y a trauma. Donc, nous sommes des êtres émotionnels, ok? Je trouve ça stupide, en fait, de penser qu'il n'y a aucun impact de nos actes et de nos paroles et du stress sur un bébé et un enfant. Et je crois que c'est Peter Levine, si je dis pas de bêtises par rapport à ça, qui est spécialiste justement dans le trauma, qui dit mauvaise nouvelle, on est tous traumatisés, bonne nouvelle, on peut guérir. Il y a aussi Thomas Verny et David Chamberlain, qui sont des pionniers en psychologie prénatale, qui ont montré que les bébés enregistrent des informations sensorielles et émotionnelles avant la naissance et que les traumas périnataux influencent le comportement adulte. Il y a aussi une recherche publiée dans Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health indique que les conditions de naissance difficiles sont corrélées à des stress anxieux et des phobies spécifiques à l'âge adulte. Et c'est là où l'inconscient corporel se crée, la mémoire du corps. Chaque émotion non exprimée, chaque stress laisse une empreinte somatique.
Le système nerveux, il devient conditionné. Par exemple, si le stress était constant dans l'utérus, la ligne de base est hypervigilance, mode survie, et anxiété chronique, quasi permanente. Donc un système nerveux qui a du mal à se réguler, a du mal à se poser, tu vois. Et donc le corps se souvient sans les mots, d'où l'importance des pratiques justement somatiques pour recréer de la sécurité intérieure. D'ailleurs, tu as une visualisation guidée somatique précédemment et aussi pour reprogrammer. Et donc pour finir dans cet encodage fœtal, il y a l'inconscient familial collectif, c'est-à-dire les loyautés invisibles, hein, du style ne pas dépasser ses parents, par exemple, si toi aujourd'hui tu es une femme entrepreneur et tu vas atteindre un certain palier financier, mais que dans ta famille, je sais pas, c'est ton père qui gagnait beaucoup d'argent ou que tes parents sont ouvriers, inconsciemment, cette loyauté-là, ça va être non, toi, t'as pas le droit d'être entrepreneur et de gagner plus d'argent. Ça, c'est une loyauté. Et ça te fait reproduire des schémas. Et ça appartient à l'inconscient familial. Et donc l'inconscient collectif, ça va être les mythes, les archétypes, les peurs universelles, l'instinct de survie, mais aussi tout ce que va nous transmettre la société, aussi culturelle, et aussi si tu as une religion. Donc tout ça, ça va forger ton identité au final. Ça va forger ta perception des choses et de la vie. Donc on ne naît pas vierge, on naît déjà avec un disque dur préchargé, puis on ajoute des programmes via l'environnement. Ensuite, on continue d'encoder tout le long de la vie, mais avec plus de filtres après 7 ans. Et j'aimerais qu'on revienne justement sur comment tout ça nous influence, adultes, et influence notre réalité selon les neurosciences pour parler de ces filtres et de ces automatismes, hein. C'est là où le cerveau te joue quelque part des tours. Donc on a vu que ton cerveau, il reçoit 11 millions d'informations par seconde, mais tu en perçois consciemment qu'environ 40 à 120. Et donc, pour filtrer, ton inconscient, il va utiliser les croyances. Donc, ce que tu crois vrai devient ton réel. On appelle ça le biais de confirmation. Mais ton inconscient, il utilise aussi les mémoires émotionnelles. Si tu as vécu le rejet, tu auras et tu verras plus de signes de rejet pour confirmer, encore une fois, tes croyances. Et ton inconscient, il utilise aussi tes valeurs et tes conditionnements, justement, familiaux et culturels. Résultat, tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est, tu la vois telle que tu es. Et le rôle des filtres, c'est une économie d'énergie. Donc ton cerveau, il fonctionne comme un gardien. Okay, il va filtrer les informations grâce à des systèmes spécialisés pour éviter, comme on l'a vu, la surcharge, mais aussi te maintenir en vie. C'est tout. Le cerveau, et notamment ton système nerveux autonome, c'est juste ça. Il n'est pas là pour te rendre heureuse. Il te maintient en vie. Il analyse l'environnement tout le temps pour te protéger d'un danger potentiel. Donc on a vu que 90 à 95% de tes comportements sont pilotés par l'inconscient, d'accord ? Les habitudes, réactions émotionnelles. Donc exemple, tu veux parler en public, et donc ton inconscient, il se souvient d'une humiliation, parce que ton maître à l'école, tu parlais à ton camarade alors qu'il fallait l'écouter et il est venu, il t'a tiré les oreilles. Je te partage un vécu. Résultat, ton corps, il va déclencher un stress, gorge nouée. Et peut-être qu'après, en tant qu'adulte, tu auras des difficultés justement à prendre la prise de parole en public. Et ça peut être juste même parler devant un groupe alors qu'il n'y a que 5 personnes. Hein. Un autre exemple, tu veux gagner plus, donc plus d'argent, et tu as une croyance inconsciente. L'argent est dangereux pour X et Y raisons héritées familiales. Tu procrastines inconsciemment. Et ces programmes, ils sont gravés par la répétition plus l'émotion, surtout, comme on l'a vu, dans l'enfance. N'oublie pas, le cerveau de l'enfance, c'est un état hypnotique.
Donc, on parle souvent de l'inconscient comme un réservoir de peur, de traumatisme, mais c'est aussi un réservoir de mémoire sacrée. Il contient des archétypes, mais aussi les dons oubliés de ta lignée et celle de ton âme, tes désirs profonds enfouis sous les je devrais, tes pactes d'âme, tes forces, tes qualités. Et dans certaines traditions, notamment jungiennes, mais aussi dans les approches chamaniques ou non duelles, l'inconscient n'est pas juste un stock de traumas, c'est aussi un lieu d'intelligence sacrée. L'âme ne passe pas par le mental. Elle parle en symboles, en rêves, en sensations, en intuition, en synchronicité. Elle est logée dans l'invisible intérieur, donc dans cette profondeur inconsciente. C'est pour ça que dire que l'inconscient est mauvais, sale, qu'il regorge que de nos traumas, de nos parts les plus dark, c'est ne pas comprendre ce qu'il est véritablement. Et c'est justement dommage de le voir que de cette façon. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça fait peur à beaucoup de gens d'aller faire ce travail intérieur, d'aller explorer notre être, d'avoir le courage de plonger, d'ouvrir la boîte de Pandore, de rentrer dans une introspection, de devenir ce psychonaute, ok, cette exploratrice de la psyché, en étant le plus neutre possible face à ce qu'on va découvrir. Devenir le témoin silencieux de ce qui a été vécu, joué, expérimenté. Car l'inconscient est neutre. C'est nous, humains, par nos croyances, notre vécu, qui allons qualifier ça de bien et ça de mauvais. Mais la conscience créatrice est neutre. Il n'a pas de bien ou de mal. Mais ça, c'est un autre sujet, hein. Un autre épisode. Et donc l'inconscient devient un chemin d'éveil et de réalisation. Jung disait que l'individualisation, ce n'est pas devenir parfait, mais devenir complet, intégrer ses ombres, ses polarités, ses archétypes, son humanité, sa divinité. Le but n'est pas de tout nettoyer ni de vider l'inconscient, mais d'établir un dialogue conscient avec lui, d'unifier les parts séparées. C'est accepter ses contradictions. Exemple, l'ombre et la lumière, la force et la vulnérabilité, sans s'identifier à une seule. On pourrait dire qu'on se rapproche de l'individualisation quand on ne réagit plus automatiquement, mais on choisit en conscience. Les projections diminuent, on ne voit plus nos ombres chez l'autre. Ou on les voit, mais on les accepte. On vit selon notre soi intérieur et non plus selon les injonctions parentales ou sociétales. On vit notre vie, notre vision, notre vérité à nous. On ne fuit plus l'inconfort pour se protéger de nos blessures, mais on peut l'accueillir. En gros, je pense que tu sais que tu avances vers ton but d'âme quand tu agis depuis un espace d'alignement, plutôt que depuis la peur ou la compensation ou le déni ou la fuite. Et ces moments sont souvent décrits comme une paix intérieure durable, malgré les aléas, l'acceptation, une cohérence entre pensée, émotion et action, un sentiment de sens qui ne dépend pas du monde extérieur. Et l'inconscient est infini, non pas parce qu'il est illimité comme l'univers, mais parce qu'il est en perpétuelle dynamique. Chaque expérience, chaque interaction le nourrit et le réorganise. L'inconscient n'est pas un ennemi à combattre, ni un chaos à craindre. C'est la mémoire de la vie, le tisseur d'histoires silencieuses, qui nous relie à l'enfance, à nos ancêtres, à l'univers tout entier. Il garde en son sein nos blessures, mais aussi nos trésors. Il nous parle à travers les rêves, les symboles, les émotions, non pour nous perdre, mais pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. Plonger dans l'inconscient, c'est revenir à la source, là où résident nos vérités les plus pures. Alors chaque fois que tu sens l'appel d'une ombre, d'une peur, d'une répétition, ou d'une idée, d'une inspiration, d'une sensation, d'un frisson, souviens-toi, ce n'est pas une fatalité, c'est une porte vers toi-même, une invitation vers ton âme, vers la liberté d'être pleinement soi et vivant.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le, mets un like, un commentaire sur YouTube, envoie-le à tes proches, abonne-toi et tu peux toujours m'écrire également. Je prends plaisir à te lire. On se retrouve pour un prochain épisode. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao, ciao!